Ok, 17h10, c'est l'heure. Comme on n'est pas nombreux, je vais me permettre ce petit niveau d'interaction. Quand vous avez vu ce titre de talk, quand vous avez peut-être lu l'abstract qui était associé à ça, qu'est-ce que ça vous avait évoqué pour vous en un mot? Et résistance au changement, curiosité, ok, vas-y. Maltraitance passée. Ah, c'est marrant parce que dans l'histoire que j'ai vécue, je vois enfin, ça a un double sens. Intéressant. C'est sûr qu'effectivement, au cours de ce talk, je vais vous raconter donc une expérience que j'ai vécue de transformation agile pendant 2 ans au sud d'une équipe Ops. Merci effectivement au sponsor, et ce sera la dernière fois que vous verrez cette slide, mais pour moi, en tant qu'effectivement ex-membre de cette association, je pense qu'ils sont très importants et je les remercie personnellement, effectivement, de continuer à soutenir cet événement. Un petit tour en fait de contexte de là où effectivement j'ai mis les pieds pendant 2 ans, autour effectivement de ce mammouth, donc une unité Ops. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Ops au sein de cette salle ou affiliés Ops ou qui ont été Ops? Petite moitié, d'accord, super. Là où j'ai mis les pieds, donc, c'était une société d'environ de plus de 2500 collaborateurs, collaboratrices, rien que des Ops, d'accord, dans un domaine bancaire, et qui répondait donc à principalement donc, travailler sur à peu près 14 sites en France, un effectivement décalé à Porto en nearshore, où on avait donc, pour la simplification, on avait des unités excessivement bien découpées pour organiser ces 2500 personnes. On avait donc une part d'infra, on avait une part effectivement de sécu et on avait une part aussi de prod appli. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans le domaine bancaire, il y a une réglementation qui vaut pour toutes les banques. C'est que quand vous devez, quand vous faites du dev d'une application, vous ne pouvez pas la mettre en prod. Vous devez la passer à une autre équipe qui va s'en charger. Ça vaut ce que ça vaut effectivement comme contrainte. Je pense que l'enjeu principal, c'est en tout cas, 1, on sécurise les gens qui ont accès à la prod. 2, on force effectivement à créer une forme de documentation produit afin de pouvoir faire opérer ça à un autre niveau. Et 3, ça permet en tout cas de créer du focus pour l'équipe de dev à se concentrer principalement sur le build et cette équipe de prod appli d'à la fois opérer la mise en prod mais aussi de gérer le run de niveau 1 et de niveau 2. Là où j'ai été, ces équipes donc de prod appli étaient quasi la moitié de ces équipes qui avaient et on le verra un peu plus tard, qui avaient une sorte de contexte lui-même déjà un peu particulier. Et en fait, au sein de chacun de ces pôles, on avait soi-même des directions et des équipes. Et comme le montrent un petit peu ces jolis petits traits, elles ne se parlaient pas. Quand bien même elles devaient réaliser, vous le devinez, des projets en commun, du genre une application de provisioning, donc comment est-ce que je mets à disposition aux équipes de développement un serveur full sécurisé, full configuré dans l'environnement qui est chez nous, ben en fait, ces équipes se parlaient peu ou pas. Et d'autant plus qu'effectivement, j'ai utilisé l'image du mammouth, et ça c'est non des moindres aussi pour le trait culturel de cette société, c'est que la moyenne d'âge est de 53 ans. Ça veut dire que cette entreprise, donc c'est bien une moyenne, ça veut dire qu'il y avait énormément de départs à la retraite qui allaient être prévus dans les prochaines années, et qui est donc une certaine forme de connaissance qui avait un risque de disparaître. Et peut-être même une certaine vétusté, ou en tout cas une certaine stabilité, puisque ça c'est bien un trait fort des équipes Ops, c'est le focus sur la stabilité. Ce n'est pas sur la performance, ce n'est pas sur la vitesse, c'est sur la stabilité. Ce qui nous a amené chez eux, c'est cette phrase-là, elle-même donc du PDG de cette sous-unité de 2500 personnes. C'était un groupe qui s'était lui-même constitué à la suite des rachats commerciaux, et on sait que les rachats commerciaux vont toujours plus vite que les convergences de systèmes d'information. Et donc il y avait ce fameux programme, au sens gros projet, dit de convergence, et ils avaient établi il y a 3 ans, il y a 150 projets. On les a identifiés, et on a dit aux équipes, ben maintenant que c'est bien identifié, go, allez-y. Donc 150 projets qui sont lancés en même temps. Et au bout de 3 ans, il n'y en a toujours aucun qui est terminé. Et quand on va voir les équipes pour leur demander où est-ce que ça en est, elles nous disent, ça avance. Depuis 3 ans.
Et d'aveu, donc de ce PDG et de son COMEX, il s'était dit, l'impression qu'on a perdu le contrôle, aidez-nous effectivement à reprendre du contrôle au sein de ça. Après différentes actions sur lesquelles je vais un peu vite, on s'est dit, OK, il y a 3 grands objectifs. Il vous faut une transformation agile, alors pas que, mais il y en a, je veux dire, les autres actions nécessaires pour opérer ça étaient déjà en cours chez eux, mais on sentait bien qu'il y avait cette composante agile qui était nécessaire au travers de, OK, on sait que chez vous, actuellement, la règle était plus vous faites de projets, ou plus vous avez de sollicitations, plus votre parc de serveurs, pour le résumer comme ça, est de plus en plus grand. Jusqu'alors, c'était vous rajoutiez des gens, plus de machines, plus de personnes. Pour la parenthèse, j'adore la sociotechnique et je trouvais que cette règle était très simple chez eux. Je veux dire, plus de machines, plus de personnes. Sauf que là, ça ne marche plus. D'accord ? Il y a un moment, on atteint un palier, et donc effectivement, financièrement, ce n'était pas possible, en plus du groupe dans lequel ils étaient. Et donc il y avait un espèce d'enjeu de se dire, on sait qu'on va devoir avoir de plus en plus de besoins de ressources, de gestion. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour faire plus avec autant de monde, voire peut-être même moins de monde, puisqu'il y en a une partie qui vont partir en retraite. Un autre objectif de cette transformation agile, c'était, OK, le problème, c'est que vous êtes assez focus, effectivement, sur le fait de performer des choses. Or, ce qu'on va essayer d'amener comme shift chez vous, c'est est-ce qu'on pourrait plutôt faire des choses à impact? Puisque faire des choses, c'est très difficile de choisir entre faire ceci ou cela, pour juste ce que c'est. Est-ce que c'est plus facile d'aller cueillir des pommes ou des poires? Par contre, si je choisis de dire qu'en fait je veux faire une tarte aux pommes, le choix est plus facile. Pas besoin de vous convaincre. Donc l'idée était donc de à la fois se concentrer plus sur le résultat à aller atteindre, ce qui était déjà un shift pour eux, et aussi à instaurer cette culture de rythme, parce que ce n'est pas au COMEX d'aller poser la question aux équipes, de dire où en est le projet. D'accord ? Il faut effectivement revenir à un truc où, en fait, c'est plutôt ça doit remonter du haut, et il faut réussir à coordonner et cadencer effectivement tout ça. Et ce joli objectif très joliment écrit sur des slides, mais qui veut dire qu'en gros, on allait amener davantage de transparence, puisque apparemment c'était excessivement opaque, créer cette transparence, et à commencer par mettre des backlogs dans des équipes. Puisque cette notion même de c'est quoi l'endroit où on a toutes les demandes, soit on avait des demandes vraiment de pure run, de bugs ou d'activation d'un nouveau service, genre je veux un nouveau serveur, ou il faut ouvrir le port dans le firewall. Ça, effectivement, ça existe, c'est dans un outil qui était ServiceNow. Mais toute autre demande de type projet de convergence, en fait, ça n'existait pas. En fait, il n'y avait pas d'endroit centralisé pour capter toutes ces demandes. Donc déjà, rien que le fait d'instruire ça était déjà une valeur ajoutée chez eux. Et après, la volonté était de se dire, OK, maintenant qu'on verra mieux la quantité de travail, on pourra amener davantage de priorisation. Et en tout cas, le choix qu'on avait, c'était moins sur la question de la valeur, mais plus celui de la contrainte. Et j'y reviendrai un peu après. Partie de ces nobles intentions, on a fait un plan, parce que c'était important pour eux. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'opérer une transformation agile. Et là où on avait un consensus, un agreement avec eux, avec ce COMEX, c'était de se dire, OK, on va commencer par de la transformation agile d'équipe. Et une fois qu'on aura une masse critique suffisante d'équipes, alors on pourra organiser de l'agilité à l'échelle. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on va pouvoir adresser ces fameux projets de convergence qui, à un moment, impliquent toutes ces équipes qui sont isolées par expertise un peu partout. Ça nous a mené à 150 équipes et un plan, en fait, prévu à peu près sur 2 à 3 ans. D'accord ? Et on allait opérer comme ça des vagues, ce qui à la fois permettait de dire on va pouvoir monter un centre agile, avoir un Scrum Master pour 2 équipes, ce qui nous amène à peu près à 12 Scrum Masters. On va essayer de les coordonner avec des coachs qui vont être dédiés à ces fameux pôles que vous avez vus tout à l'heure. Et on va tâcher d'apprendre aussi au système, parce que souvent, nous, consultants, on est experts de la théorie. Eux, ils sont experts de leur contexte, et on a besoin d'apprendre si le modèle est bon ou pas. Puisque depuis le début, ils nous avaient dit, chez nous, c'est spécifique. Mais quel client n'a pas dit ça ? Et parce que c'était effectivement dans l'intention d'amener cette agilité à l'échelle et donc cette transversalité de transversalité de compétences au bénéfice de ces projets complexes, et parce que c'était aussi important pour que chaque représentant de ce COMEX se sente dire « moi, il y a un peu d'agilité chez moi », on avait fait un ABAC selon les volumes de ces pôles, on reprend X équipes dans chaque vague. Et ça avance. On a un certain niveau d'expérience dans la société dans laquelle je suis, et on s'est dit, on n'est pas des bleus, on ne va pas faire qu'une transformation agile d'équipe, ça c'est en fait juste voué à l'échec,
puisque de toute façon, on va juste répéter plus souvent une remontée de frustration qui ne va pas monter, puisque si le COMEX n'est pas sensibilisé lui-même à l'agile, ça ne marchera pas. Donc on avait au moins ce mandat de se dire, OK, et en plus, on exige que vous soyez exemplaire, et à commencer par se dire, on va vous transformer en tant que COMEX. Donc on allait amener cette notion de COMEX agile au sein de l'entreprise, ce qu'on appelle la stratégie en tenaille, on transforme en haut et on transforme en bas. Autant ce qui transforme en bas, c'est, entre guillemets, on connaît tous effectivement les méthodologies. Transformer un COMEX pour qu'il soit plus agile, c'est là où ça devient plus intéressant de se dire qu'est-ce que ça veut dire, pour quel effet, etc. etc. C'était le plan. Ce plan a été fait par moi, je me permets juste de me faire une parenthèse. Je m'appelle donc Gilles, je fais partie d'une société qui s'appelle Octo Technologies. Je m'intéresse particulièrement à me dire que l'agilité est mort. J'expliquerai un peu plus mon point de vue là-dessus. Et me dit qu'il a besoin d'évoluer vers quelque chose. Et aujourd'hui, ce que j'explore, c'est ce domaine de la sociotechnique qui est à la fois s'intéresser à ce que les humains sont, ce qu'ils sont en équipe, ce qu'ils assument comme assets technologiques et à quel point les humains influencent ces assets technologiques et inversement. Ce plan, il était joli, d'accord ? Il avait un peu plus de slides que ça, il y en avait 10, et ça a donné un projet de transformation sur 3 ans, un truc à peu près autour de 5-6 millions d'euros. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme sur le plan. Au cours de cette session, j'ai choisi de vous parler de 3 choses que j'ai particulièrement appris dans, effectivement, toute la rugosité de cet écosystème, et qui m'a permis que sont un sujet sur la question de la demande de changement, sur la question de quel est le cadre qu'on donne, en fait, en tout cas à l'échelle de ces équipes-là, et la question de la limite de ce que peut apporter une transformation agile. Première verbatim qu'on a très vite rencontré auprès de ces équipes, c'est que ces équipes, en fait, Ops, sont souvent des équipes qui sont noyées. Elles sont noyées de demandes, elles ont plein de trucs à faire. Et un peu comme Frédéric Le Guesdois l'exprimait avec les urgences, en fait, il y a toujours une urgence qui vient rattraper la précédente urgence que l'équipe traitait. Donc autant vous dire que ça, c'est des gens qui ils font pas forcément... on leur a pas dit qu'ils faisaient de l'agile, mais assez naturellement, ils ont développé une technique d'assumer en tout cas ces demandes, de façon plus ou moins structurée. Je dis bien plus ou moins, puisque à force d'avoir vu 150 équipes, on a vu qu'il y en avait certaines, c'était, pour l'anecdote, parfois c'était juste un mail envoyé le lundi à toute l'équipe. Ça, c'était le backlog. Et tous les lundis, on faisait une réunion de 2 heures pour se dire on fait quoi, et on s'envoie un mail, et c'est ça. Donc c'est bien des équipes qui sont noyées, qui sont sous pression, et qui donc, on leur dit, est-ce qu'on pourrait avoir 5 minutes pour parler d'une transfo, s'il vous plaît, parce que c'est votre chef qui l'a dit. Et donc on se heurte à ce genre de changement. Donc ce que je veux illustrer par là, c'est qu'on a bien une espèce d'injonction paradoxale qui naît entre une décision vraiment du PDG, parce que je me souviens très bien que le PDG avait dit « Ouais, pas de problème sur ces 10 slides, moi je signe, c'est parti, on le fait, on est parti pour 3 ans, ça va être génial. » Et autant tous les membres du COMEX n'étaient pas forcément non plus aussi engagés. Il y en avait beaucoup qui avaient été un peu en mode poker, à savoir « je paye pour voir ». On arrive avec une méthodologie qui jusque-là s'est beaucoup apparentée au milieu dev, d'où le titre de ma conférence. Et comme je le disais, des équipes noyées versus, en fait, comme c'était tout nouveau chez eux, l'agilité, il y avait 3-4 personnes, entre guillemets, qui pouvaient effectivement faire office d'agiliste, mais aucun qui n'avait été vraiment expert du changement. Donc il y a énormément d'externes qui arrivent. Il y avait notre boîte, il y avait ceux d'autres boîtes. Pour le centre agile au départ était de 13 à 15 personnes. On a bien donc un Scrum Master qui se dit « Ok, je vais être dédié pendant le temps d'une vague qu'on avait qualifiée en disant c'est 4 mois ». Et il y a un peu cet enjeu de se dire, ouais, dans toutes des boîtes, on a envie de briller, on a envie de bien faire, on a envie de créer une relation de confiance avec le client, on a envie de lui facturer tous les mois et qu'il ne nous vire pas dès la première instance. Donc vous voyez un peu l'injonction qui se crée autour de ça. Tout ça, effectivement, qui joue au sein d'une équipe. Et un moment, j'ai une amie qui est venue en disant, ok, faire attention effectivement que, à partir de l'idée que les équipes, elles ont peu ou prou demander un changement. Pour parler du concept de cette notion de demande, et elle dit souvent, vous, les agilistes, vous êtes très forts à être dans la co-construction, dans la co-expertise, vous allez voir, on va faire ça ensemble.
Sauf que dès le départ, ils vous ont dit qu'ils ne voulaient pas. D'accord ? Ils ne veulent pas aller vers vous. Et donc, elle nous a amené à un modèle qui était intéressant, qui vient de l'approche systémique collaborative, qui vient nous dire, en fait, quelle est un peu la nature de cette demande ? Est-ce que ce n'est pas finalement un truc en mode, ok, je veux bien le faire parce qu'effectivement, le tout haut chef l'a dit, donc la chaîne hiérarchique m'a dit que je devais le faire, et ils ont choisi à ma place que ce serait maintenant que ça soit fait. Donc je viens parce que je suis un bon élève, mais c'est tout. Je vais juste être là, je vais être à tes rendez-vous pendant 4 mois, et après on s'oublie, quoi. Et ça, en fait, dans ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle la demande de type visite. Et souvent, nous, les agilistes, on est très démunis par rapport à ça. On se dit, ça va être galère. Je ne sais pas comment aborder le truc en disant, t'es sûr que tu n'as pas envie. On va essayer de le convaincre. D'accord ? Mais en fait, ce n'est pas la notion de le convaincre sur les bénéfices de l'agilité, en fait, en quoi c'est important, en quoi ça va lui changer la vie. C'est mort, en fait. Cette conversation, elle est morte. En fait, vous allez juste vous faire un ennemi. L'invitation dans ce modèle d'approche systémique collaborative, c'est de transformer cette relation de visite en plutôt en lui retoquant une question en disant, et tiens, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer à ton avis ? Si on adopte le scénario que tu viens nous dire en disant on va passer juste 4 mois à se voir entre 2 yeux et ne rien faire, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Comment est-ce que le reste de toi, chef d'équipe, le reste de l'écosystème, là, il va réagir, il va percevoir ça ? Et ça invite vraiment, je trouve vraiment l'intelligence de ce modèle, c'est que ça nous sort en fait de la relation interpersonnelle de moi versus l'autre. L'autre étant une personne, l'équipe, etc., etc. Et il ne faut vraiment pas, même si on est tous convaincus des bénéfices de l'agilité, on a tendance à être un peu amoureux de notre solution. D'accord ? Donc l'invitation de la visite, c'est plutôt de considérer en disant mais qu'est-ce qui est fondamentalement bon et faisons parler l'autre de ce qui est bon pour lui. C'est beaucoup plus intéressant à faire ça. On a eu d'autres retours qui étaient peut-être un peu moins brutaux, mais qui donnaient non, mais l'agilité, on a déjà fait des transfos chez nous. Avant, ça s'appelait Flow for Team. À l'époque, ils avaient appelé ça Flow for Team. Donc, qui était une sorte d'approche un peu plus simpliste que l'agile, avec une question un peu de mesure. On sentait un peu la dimension lean. Et en fait, ça, c'était un échec. Pas tant au niveau des équipes qu'à un moment, le DRH s'est dit non, mais on a fait ça 6 mois, c'est bon, on arrête, c'est de la connerie, quoi. Et un peu, encore une fois, cette décision prise un peu tout en haut, où les équipes, à un moment, se disent ok, c'est fini. Et donc, ça crée effectivement un effet aussi de non, mais c'est bon, on a déjà essayé, quoi. Ou on avait d'autres gens qui avaient déjà eu des expériences agiles en disant non, mais on a déjà tout essayé, c'est mort. Là, l'invitation du modèle, c'est ok, vous avez déjà tout essayé, n'empêche que vous avez des problèmes. On s'est déjà un peu committé là-dessus. La première activité qu'on faisait quand on débarquait dans ces équipes-là, c'était quand on rencontrait l'équipe. Parfois, on rencontrait juste le chef d'équipe, parce que c'était important de le valider comme chef. Et après, on allait rencontrer l'équipe et on faisait une mini-rétro de 15-20 minutes en disant « Tiens, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal chez vous ?» Juste cette question-là, bête. Et donc, on voyait bien qu'effectivement, il y avait un ensemble d'opportunités là qu'on avait pu capter, de se dire « Ok, comment est-ce qu'on pourrait juste rendre la situation un peu moins pénible, que ce soit de l'agile ou pas, en fait. Mais peu importe, moi, en tant que Scrum Master, je suis là 4 mois avec vous pour essayer de faire un peu mieux. » Et pareil, ça permet de leur renvoyer la question, de se dire c'est pas moi, en tant qu'agent du changement, qui ai failli, c'est plutôt effectivement la personne qui n'a pas voulu. Donc comment est-ce que je l'amène à travailler un petit peu sa part de responsabilité et créer la relation, en fait. Une fois que l'autre prend sa part de responsabilité, sachant que nous, on est payé pour ça, alors effectivement, ça devient beaucoup plus intéressant. Un autre outil qu'on a utilisé, c'est ce que j'ai appelé l'event storming d'équipe. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'event storming dans cette salle ? Vous pouvez juste lever le bras, parce que je vois des têtes qui bougent, mais okay, 2 personnes. Donc l'event storming, juste en bref, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à, je prends un post-it orange, j'écris ce qu'on appelle un événement, donc qui est la manière de raconter une histoire en disant j'ai pris une pomme, j'ai mangé une pomme, je n'ai plus faim. Donc je vais écrire 3 post-it orange qui racontent donc cette mini-histoire. Ce qui est intéressant dans le cadre de l'event storming pour l'équipe, c'est d'écrire le processus en disant un jour, vous avez des demandes qui vous tombent. Et là, c'était assez intéressant parce qu'on voyait souvent plein de post-it orange un peu dans une espèce de grosse patate en disant il y a plein de sources
d'informations, plein de sources, des canaux qui nous permettent de dire il y a une demande. Mais après, ça rentrait un peu dans un flux du genre, bah, il y a quelqu'un qui à un moment va dire bah, cette demande est importante, et ensuite dans cette demande on la traite, et ensuite on la révise, et ensuite on la documente, et ensuite on clôt le ticket. Donc le fait d'écrire ça était intéressant. Et après, ce qui devient vraiment intéressant, c'est de compléter en disant ok, à tel événement, qui fait ça? Où est-ce que je le vois? Et est-ce qu'il y a un moment particulier où on traite ce truc-là? Donc la question un peu du rituel. Scrum nous a appris un des rôles des artefacts des rituels, bah, c'est juste poser ça. Et rien que le fait de poser cette map-là permettait de dire je ne suis pas là pour vous apprendre la vie, je suis là pour vous dire ça, c'est ce qui se passe chez vous. Et en fait, naturellement, je dis ouais, mais cette étape-là, c'est la galère, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc. Il y a trop de demandes. Ou en fait, la demande, elle est mal qualifiée. Hein, naturellement, on arrive à ça. Donc, ok, très bien. Bah, une fois on s'est committé, l'équipe et moi, sur cette réalité, alors c'est plus facile de dire bah tiens, on va changer ce truc-là. Je ne vais pas te changer toi, je vais changer ce truc-là. Pareil, sortir de la relation interpersonnelle. Et une fois qu'on a travaillé effectivement ça, en fait, on transforme cette demande vers justement cette relation qu'on préfère, donc de plutôt de conseil, en disant, où les gens disent, ok, bon, très bien, tu m'as convaincu, entre guillemets convaincu, dis-nous ce qu'il faut faire, d'accord? Voire même mieux, on avait des gens qui étaient tellement amoureux de ça, nous disaient, tiens, en fait, ce que tu m'as dit là par exemple, sur la question de la priorisation, tu m'as parlé de Rice. Moi, j'ai trouvé ça effectivement intéressant. Et tiens, j'ai essayé d'appliquer le modèle, mais en fait, j'ai rajouté aussi cette autre contrainte qui est quel chef ça fait chier. Et véridique, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça. Et j'ai dit, oh, ok, critère de priorisation, en tout cas pour démarrer, c'est effectivement intéressant. Et donc là, par contre, on est vraiment sur un spectre sur la demande de conseil et de co-expertise, où on navigue plus facilement, en tout cas là-dessus. Juste un détail, faites attention quand les gens vous disent qu'est-ce que je dois faire, c'est qu'on ne les a pas encore complètement engagés dans le changement. Donc il y a pour moi, une espèce de jeu de dupes, où on passe pour un expert, mais ça ne les amène pas encore complètement à se transformer pleinement. C'est quelque chose que moi, personnellement, je peux accepter, mais que très vite, à un moment, je vais vouloir déminer en disant « Et toi, tu fais quoi ? Et toi, tu testes quoi ?» Ce qui passe, ce que je n'ai pas marqué dans la slide, mais ce que je fais souvent, c'est que pour engager l'action, je dis « Ok, je suis l'expert, donc je vais te poser le cadre. Je vais dire, ben moi, j'attends que le backlog au prochain sprint planning il soit prêt. Quoi. Et donc, il soit prêt parce que j'ai ça comme critère. Par contre, c'est à toi de le faire. » Elle fait ok, très bien. Là, je sais la personne se dit ok, je sais ce que j'ai à faire et je peux m'engager dans l'exercice. C'est suffisamment précis, c'est suffisamment clair comme cadre d'exécution pour que je prenne ma part de responsabilité et que je fasse le travail. L'approche systémique collaborative a été principalement initiée par une personne de l'école de Palo Alto qui s'appelle François Balta. Si les sujets vous intéressent, voilà, il a un site web à l'IHM dégueulasse, mais très efficace sur le fait qu'on se concentre sur le texte et son propos. Néanmoins, ce que je retiens vraiment, c'est que souvent, et je l'ai encore entendu sur ces 2 jours, c'est un moment, ouais, mais si ça ne marche pas, c'est la faute de l'autre, quoi. Moi, ça, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux plus l'entendre. C'est bien, je suis d'accord avec monsieur François, de dire que c'est bien, moi, en tant qu'agent du changement, qui est en charge de transformer cette demande dans son modèle entre ok, la personne ne veut pas, en fait c'est non, c'est mon job en fait que d'aller amener ça et de créer effectivement cette relation de co-construction et de l'entretenir. C'était pour la demande. Deuxième verbatim qu'on a entendu du leader du centre agile. Donc le seul, entre guillemets, souvent, effectivement, quand on suit un Agile Center, même s'il y a un tas de prestats, celui qui est à la capitainerie est souvent un interne. Donc c'était cette personne qui avait déjà une certaine expérience de l'agilité et de la transformation chez eux. Et il nous avait répété effectivement cette phrase un peu dure qui était « Vous les agiles, vous n'avez rien compris au run ». Et c'est vrai. En fait, le run, c'est comme dans cette image-là, qui est une photo prise donc comment ça s'appelle ? De la salle de contrôle lors de Apollo 13. C'est 40 bonhommes qui sont chacun devant leur écran, qui surveillent ce qui se passe pour être sûr que la fusée arrive à bon port et que les gens qui sont dedans vivent bien. C'est ça un plateau d'Ops. C'est ça quand il y a un problème. C'est 20 types qui sont près d'un téléphone en mode haut-parleur, qui sont tous sur leur PC. Il n'y en a pas un qui moufte. Il y en a un de temps en temps qui balance des phrases, et c'est tout. C'est excessivement désorientant en tant qu'agiliste qui est spécialisé du dev, où les gens collaborent, échangent,
Et quand il y a ce fort niveau d'échange, après, ils reviennent chacun dans leur PC et ils codent. Et là, on se dit, il y a un problème, ça a l'air urgent. Et ils sont tous devant leur PC. C'est excessivement bizarre. Et pourtant, ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne parce que chacun, juste pour l'histoire de c'est bizarre, je vais démystifier un peu ça, c'est l'idée que chacun a son niveau d'expertise et chacun, en fait, va apporter l'information au bon moment, ou en tout cas va tenter de le faire pour effectivement qu'à un moment, ok, on se dise, ok, la source du problème, c'est ça, parce qu'on a juste que la surface émergée de l'iceberg. En fait, l'iceberg, il est tentaculaire, je vous laisse imaginer, hein, sur un système maintenu par 2500 personnes. Le système est tentaculaire, la documentation de toute façon est toujours insuffisante, et donc c'est important qu'à un moment, la somme d'informations capte et qu'il y ait un gars qui fasse, ou une fille, c'est ça. En fait, le problème, il est là. Et une fois qu'on a ça, alors effectivement, la task force se dilite. Ce que ça m'a appris, et ce que ça nous a appris d'ailleurs au niveau du centre agile, c'est finalement, c'est quoi ce métier d'Ops? On en revient à des termes qu'on connaît nous. Donc il y a des équipes qui font du run, bien sûr, c'est ce que je viens d'exprimer, mais il y a aussi effectivement des équipes qui font du build. Quand les équipes d'infra sont là, elles font elles introduisent les nouvelles technologies, genre le cloud, pour ne citer que le truc le plus évident. Ce que ça veut dire derrière, c'est qu'en fait, même dans le build, c'est assez connu, c'est la logique de ces projets, ceux qui ne finissent pas, mais dans le run, il y a effectivement, on avait distingué 3 natures d'éléments que sont les incidents, ces fameux trucs qui font qu'ils sont en mode Apollo 13. Il y a la MCO, donc la maintenance applicative, du genre j'ai un serveur sur Windows 10 et je dois le passer en Windows 11. D'accord ? Et on a aussi la logique de problème, parce que quand on voit un incident, que ça mobilise autant de gens, c'est peut-être qu'en fait il y a un problème plus profond en fait, à aller chercher, surtout si on voit une répétition de cet incident. Donc par définition, un incident, ça doit être résolu le plus rapidement possible, donc sous l'heure, sous le jour, ça va dépendre un peu de la criticité de l'application. La MCO, ça se planifie. Je sais qu'en fait la fin de support de mon Windows 10 sera, je ne sais pas moi, en 2027, et que j'ai un parc de 80 000 machines, donc je ne vais pas m'y prendre le 30 décembre 2026. Je vais essayer d'un petit peu d'anticiper ça, mais je vais pouvoir le planifier. Et la logique de problème, puisqu'effectivement on va devoir explorer quelque chose d'assez complexe, ça va nous prendre au-delà de la semaine, tout comme les projets. Et assez rapidement, la personne du centre agile nous a dit « Ah, bah, facile ça, une fois qu'on a ce modèle-là, c'est facile, on va le mettre dans... Ça se trouve dans les outils. » Donc le run, effectivement, l'incident reste dans ServiceNow, mais tout le reste, en fait, on va le basculer dans Jira, et ça va être l'outil pour toutes les équipes. Et la transformation agile, bah, c'est simple, elle est là. On va tout mettre dans Jira. On va mettre cette transparence dans Jira. D'accord ? Au-delà de la tristesse de se dire qu'une transformation agile, c'est de passer sous Jira, c'est que c'est excessivement révélateur de ce que c'est que l'Ops. C'est que si ce n'est pas concret, si ça n'existe pas dans un outil, si je ne peux pas le voir, si je ne peux pas le manipuler, ça n'existe pas. Donc, la transformation agile, tant qu'elle n'a pas abouti jusqu'à l'outil, elle n'existe pas. Des gens qui collaborent mieux, ça ne veut rien dire en fait pour une population d'Ops. Et ça a tellement poussé le paradigme qu'on a monté un tableau de bord pour dire ok, à un moment cette transfo, vous avez vu, elle est un peu assez gigantesque. On va faire un dashboard pour autonomiser effectivement les managers à suivre cette transformation. Donc on a monté ce truc-là. Donc, puisque j'ai un peu de temps, l'encart que vous allez retrouver, c'est pas terrible, ça marche mieux. L'encart que vous avez là, c'est qui s'occupe de vous en infra, sur tous les départements, toutes les équipes, qui s'occupent de vous actuellement. Vous pouvez les contacter directement sur Teams. Ça, c'est les équipes qui sont en cours avec une météo rapide de dire ça se passe bien, ça se passe pas bien. Là, c'est où est-ce qu'on en est sur le total. On avait une promesse de, je vous ai dit, vous m'entendez toujours? Okay. Donc la transformation agile faisait partie d'un programme de transformation plus large qui s'appelait, donc son petit nom, Dragonfly, d'accord. Et c'était l'idée de se dire, nous, on s'est engagé sur 150 équipes réparties par service. Donc là, on avait dit, pour l'infra, on a fait 100% du taf. Et en plus, on avait dit, pour faire la suite des autres 50%, il va falloir des internes chez vous. Donc où est-ce que vous en êtes dans votre recrutement de ces Scrum Masters qui vont opérer la suite? Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire que là, en fait, c'était vraiment une question de output, quoi. Quel volume?
On dit non, mais nous, on veut travailler l'outcome. Et l'outcome qu'on avait, c'était, OK, les équipes qui utilisent régulièrement Jira. Et après, ce qu'on voulait aller craquer, c'est, OK, pour toutes vos activités de build, quel est le taux de prédictibilité moyen et l'évolution du lead time en run, puisque selon les pratiques agiles, on a vu notamment des équipes qui ont diminué leur taux de lead time à une hauteur de 700%. Un peu la fierté. 700%, ça voulait dire qu'en gros, une équipe qui faisait de la téléphonie traitait des tickets en 2 mois et demi à 3 jours, avec le même nombre de personnes. C'est assez, voilà, juste en organisant le travail. Et donc, vous pouvez se tirer une certaine fierté, et les managers pouvaient le constater et le suivre en autonomie selon leur accréditation et niveau dans la hiérarchie. Et donc, ça veut bien dire qu'une transformation agile, moi, ce que j'en ai retenu, c'est au-delà de « OK, c'est Jira, pas Jira, peu importe », je retiendrai qu'il faudra de toute façon donner de la mesure et que cette mesure, ces indicateurs de mesure doivent être co-construits en fait avec les gens qui veulent cette transformation. Et c'est là-dessus qu'effectivement on devrait opérer le reporting. Pour aller un cran plus loin, ce qu'il nous dit, il nous l'a dit souvent, on n'a toujours rien compris au run. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait ça, c'est que, OK, mais quelle est cette part de run, quelle est cette part de build au sein des équipes? Et on a un petit peu exploré ça et on a vu que ce n'était pas très franc. On avait entre 10 et 90% en fait, d'activités de run ou de build. Plus précisément, on a vu assez intuitivement que toutes les prod applis qui s'occupaient des mises en prod et du run, effectivement, c'était leur majeure partie d'activité. Et à l'inverse, les équipes d'infra qui étaient plutôt au niveau N3, N4, elles étaient beaucoup plus centrées sur « OK, je vais aller mettre en place les nouvelles technologies qui demain seront utilisées par ces prod applis ». Et donc, se poser la question, nous, en tant qu'agilistes, on dit « Ouais, mais c'est quoi le cadre de référence ? C'est quoi le truc si on est plutôt Scrum, on est plutôt Kanban ?» C'est ça la vraie question. Sauf qu'en fait, c'est pas la... Enfin, moi, après retour d'expérience, je pense que en fait, la question, elle n'est pas Scrum versus Kanban. Comment dire ? C'est trop simpliste. Le modèle que je préconiserais, moi, c'est d'utiliser le Kanban Maturity Model, qui, même si effectivement cite Kanban dans le modèle, permet de se dire qu'on va créer un modèle de maturité qui, oui, on va commencer avec du management visuel et du flux Kanban, mais qui demain, effectivement, va instruire la logique jusqu'à un niveau 6 de rendre effectivement complètement résilient une équipe. Et donc on s'absout effectivement de la notion d'être équipe agile ou équipe pas agile, c'est qu'on a un vrai modèle de maturité qui parle en fait à des décideurs pour nous dire, à la fin, si ton équipe elle atteint le niveau 6, elle est faite pour la survie, quoi. Comment dire, il pourrait se passer n'importe quoi, il se pourrait que ton équipe serait toujours là et elle serait résiliente. Qui plus est, moi, ce qui me séduit dans ce modèle, c'est que les niveaux de maturité ne correspondent pas à un niveau d'usage, de pratique, mais beaucoup plus à un usage en fait d'éléments observables. Enfin, je veux dire, il y a une dimension beaucoup plus factuelle et beaucoup plus décomplexée. C'est pas parce que les équipes font un story map que c'est une bonne équipe. En fait, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est de savoir si, effectivement, la transparence est au sein de l'équipe, est-ce que finalement la collaboration est là, est-ce que finalement la prédictibilité est là, et permet aussi de donner un peu un guide pas à pas. Donc le Kanban Maturity Model, c'est un truc effectivement assez complet, mais qui peut se lire de la façon suivante, qui est, selon les niveaux, il y a un ensemble de pratiques en fait à aller acquérir, et peu importe le framework que vous utiliserez. C'est pas ça la question. Mais par contre, on a toujours dit que dans les transformations agiles, c'est en introduisant des pratiques qu'on transforme la culture. Et ce modèle a réussi à dire, OK, moi quand je suis au niveau 1, c'est que je vais un peu plus vers cet élément-là, cet élément culturel-là, en fait. Donc, si je reprends, c'est... si je suis effectivement au niveau 2, je vais être effectivement dans une logique de réaction. Et c'est en fait à partir du niveau 3 et 4 que je vais passer effectivement sur un niveau beaucoup plus d'anticipation. Je vais être beaucoup plus résilient et robuste au fur et à mesure, alors qu'au début, je vais plutôt être sur des niveaux de fragilité. Je vais être beaucoup plus sur forcer la collaboration, et en fait, au fur et à mesure, je vais travailler sur l'autonomie. Et donc, l'autonomie veut dire que j'ai moins de collaboration, en tout cas, j'ai la juste nécessaire collaboration de ça. Donc, voilà. Kanban, Scrum versus Kanban, ou les deux, ou Scrumban, etc. etc. Il faut sortir de ce débat-là, et je vous invite plutôt à aller explorer ce modèle-là. Troisième apprentissage, la question de la limite. Et cette phrase qui est arrivée au bout de 2 ans de transfo,
qui moi personnellement, dans mon petit cœur de consultant et d'expert, m'a fait beaucoup de mal, puisque c'était le sujet de ce qu'on appelle la gestion de la demande, et donc qui est une façon d'articuler donc sur des demandes complexes un ensemble d'équipes, dont on avait parlé depuis le début, dès qu'on s'était tapé dans les mains en disant OK pour la transformation agile d'équipe, mais à un moment, il va falloir penser à ça, et qui tous les 6 mois, on en venait à en parler avec le leader de Transfo. Il nous disait oui, non, mais plus tard, plus tard, plus tard. En fait, ce sujet-là, de piloter et organiser, somme toute, les projets au travers de cette gestion de la demande, elle est venue parce que le groupe bancaire s'est fait auditer par la Banque Centrale Européenne qui leur a dit si vous n'avez pas ça chez vous, alors on vous retire votre agrément de banque. Vous n'êtes plus une banque. Vous ne pouvez plus engranger de thunes, quoi. C'est une question de vie ou de mort. À ce moment-là, il s'est dit, OK, dans ce cas-là, on va y aller, quoi. Et en plus, on va laisser les chefs de projet s'en charger, parce que les agilistes, ils ont d'autres choses à faire. Ça m'a invité à me poser un peu la question de se dire, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un trait culturel qui vient du milieu d'Ops, qui est, comme je disais, sur la stabilité, mais en plus bancaire. Ça veut dire quoi, en fait, la banque? Mais en fait, c'est de vivre dans un état d'audit permanent. Pourquoi la BCE, effectivement, audite les banques et fait à peu près le tour sur 10 ans de toutes les banques d'Europe? C'est parce que, économiquement, j'ai appris que si une banque tombe, le problème, c'est que ça fait un effet domino, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui tombent. Donc c'est important que les banques tiennent la route. Et quand je dis tiennent la route, c'est notamment dans le cadre des éléments techniques, c'est qu'elles respectent, par exemple, une certaine protection et de cybersécurité, que pour éviter qu'effectivement des hackers venant à défoncer le système de la banque fait que la banque s'écroule et donc emmenant avec elle d'autres banques. Et ce principe-là, en fait, je dis qu'il vient de la BCE tous les 10 ans, mais en fait, c'est un état permanent en fait, au sein des banques. Il y a des audits tout le temps, partout. Et qu'est-ce que c'est d'un audit? C'est de savoir qu'un jour, on va passer au tableau, et on ne connaît pas les questions. Et si en plus, on n'a pas la réponse tout de suite, alors, on n'est pas bon. Parce que le but, c'est d'avoir la réponse le plus rapidement possible. Et en plus, on va commencer par interviewer le haut du panier, donc ceux qui ont vraiment une vision transverse, jusqu'à des questions très pointues, du genre quel est le modèle de firewall que vous avez mis en place dans le cadre de votre parc informatique. On sait bien que le PDG n'a pas ce niveau d'information, mais par contre, l'enjeu va être de récupérer cette information le plus rapidement possible. Et ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous voyez sans doute venir. Pardon, je vais l'illustrer avec 2 propos que moi j'ai vus dans le cadre de c'est quoi l'audit d'audit permanent. Avant d'avoir le dashboard que vous ai remontré, c'est on passait, nous, coach agile, auprès de chaque pôle en disant tiens, moi j'étais le responsable coach infra, et je présentais le dashboard en mode manuel, quoi. Et un jour, j'ai une chef d'un département, une chef qui m'a dit c'est no way, tu ne présentes pas de chiffres en rouge. Alors que ce qui pour moi était naturel de dire c'est vert ou c'est rouge, et rouge veut dire simplement attardons-nous sur cet aspect-là pour voir, pour aller creuser, etc. Pas du tout. Rouge égale mauvais élève, égale tu m'as affiché devant tout le comité des autres directeurs comme étant que mon département est le mauvais élève. Tu ne refais plus jamais ça. Un autre élément qui est, on faisait un peu un espèce de bilan au bout de 2 ans, de se dire voilà, on en est là sur les 125 équipes, etc. Et donc à ces gens du COMEX. Et on leur parlait en disant, OK, le niveau de transfo moyen, on a plutôt un NPS de 7,2 qui était quand même pas si mal par rapport à le verbatim de base de dire, ton agile, on s'en cogne un peu. Et ce gars du COMEX a dit, oui, mais moi, attends, c'est bien gentil avec ton indicateur, mais moi, je me souviens d'une équipe là. Vous avez accompagné en vague 1 et ça s'est pas bien passé et j'ai besoin que tu m'en parles. Donc un type très haut vous raconte l'histoire, se souvient de l'histoire d'il y a 1 an et demi, de une équipe sur les 125 qui ne s'est pas bien passée. Et vous êtes tenu de vous justifier. Un point de vue de la sécurité psychologique, on le sait depuis les travaux donc, de Google avec le projet Aristote et Rework, c'est fondamental. C'est inhérent pour en fait avoir des équipes agiles ou pas, mais en tout cas des équipes performantes. C'est la base de la base, si vous n'avez pas ça, c'est ça. Et je me suis dit, waouh, on est au bout de 2 ans et on n'y est toujours pas, mais qu'est-ce qu'on a loupé, quoi. Et un apprentissage que j'ai eu, c'est qu'il faudrait peut-être déjà commencer par soi-même et soi-même au sein du collectif. À savoir que tous ces verbatims, vous avez dit, c'était le leader de Transfo. Il y en a une certaine, effectivement, qui nous envoyait des scuds régulièrement. Et moi, c'est OK, d'accord, j'aime le challenge, j'aime bien effectivement ça. Et j'avais bien compris que j'arrivais dans un contexte que je ne maîtrisais pas. Mais donc, le jour où j'ai démarré à refaire ça,
Le jour où je refais la story map de début de mission qui pourrait ressembler à ça, je rajouterai toujours ce truc-là qui est je vais coacher le leader de transfo. Si on est au niveau COMEX au bout de 2 ans et on entend encore ce genre de propos, et qu'on n'est pas soutenu en plus par le leader de transfo, c'est qu'il y a un truc qu'on a loupé. Et pour d'autres raisons, comme sur la question de la gestion de la demande, c'était un peu moche de se dire on a fait le taf, et de se dire qu'à la fin du taf, on se dit bah tiens, qu'est-ce qu'on fait sur le chapitre suivant? Et que régulièrement, on avait l'impression de proposer des choses comme ça au leader de transfo, il disait mais non. Et en fait, c'est parce que lui-même était le reflet de ce système qui faisait qu'en fait, il disait non parce que le système disait non. Donc, s'il a commencé que le leader de transfo n'est pas convaincu par ça, c'est mort en fait. C'est un plafond de verre et il faut réussir à le crever. Et il faut le crever en anticipation. Petite astuce que je vous donne, un modèle, parce que je suis plutôt un gars qui adore les modèles. Sur la question des modèles de culture, je trouve que les travaux du docteur Ron Wenstrom sont super intéressants. Et il le qualifie en disant quel est le modèle de culture d'entreprise au regard de comment l'information circule. Et il dit qu'il y a 3 catégories qui sont le modèle pathologique, bureaucratique, génératif. Génératif étant un peu ce qu'on appelle communément l'organisation agile, parce que l'information est disponible aux bonnes personnes, au bon moment, quand elles en ont besoin. Tout le contraire, c'est pathologique, à savoir l'information, c'est du pouvoir. Si moi je sais quelque chose et que vous ne le savez pas, ben j'ai du pouvoir sur vous. Surtout dans le contexte où vous en aurez besoin. Bureaucratique va être plutôt la dimension de l'information circule, mais selon les canaux officiels ou voire communément admis, donc plutôt officieux, mais toujours sur un espèce de process ou sur une hiérarchie. Si effectivement vous devez remonter une alerte, vous n'allez pas remonter l'alerte à l'autre équipe, vous allez passer par votre chef qui va le faire à l'autre chef parce qu'ils sont au même niveau, voire même au chef de chef, ça dépend comment les vases communicants se font. Dans le cadre de cette entreprise, c'était le chef de chef, le chef de chef communiquait ça et puis qui redescendait à toute l'équipe. Je laisse imaginer le flux d'informations un peu kafkaïen que ça pouvait générer. Un autre élément que j'aime mettre en évidence, c'est ça se voit assez rapidement sur... Nous, on aime bien dire il faut fail fast en agile. Ben, faites-le et voyez effectivement comment ce fail est perçu par le système. Si dès le début, effectivement, les gens cherchent un coupable, c'est que vous êtes sans doute, en tout cas, plus sur un modèle pathologique. Encore une fois, on parle là bien de culture d'entreprise. C'est pas aussi facile de dire si je coche cette case, je suis dans ce modèle. Cette entreprise-là était entre le pathologique et le bureaucratique selon les contextes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est à partir du moment où on a un modèle et qu'on se dit tiens, je vis une certaine frustration de me dire ma manière de penser n'est pas comme celle de l'entreprise et j'ai pas compris quoi. Moi, ça m'a aidé en tout cas à me situer où est-ce que c'était et aussi de me dire mais comment est-ce que je passe de ce modèle pathologique au modèle bureaucratique. Et un peu l'espèce de paradoxe de l'agilité, c'est en mettant un peu plus de process et de modèles et de validation et de gate, ça permet effectivement d'aller un peu plus vers ça, qui demain après pourra aller s'absoudre du process. Je vous avais promis 3 apprentissages, le 4e va vous étonner. Pour aller un petit peu des perspectives, je disais l'agilité est mort. Je pense qu'à ce stade, le marché de l'agile, pas l'agile dans ce qu'on s'est nourri, dans le paradigme qu'il est, mais plutôt dans le marché et par rapport au client, c'est qu'en fait, on arrive à la fin de la courbe d'adoption de l'agile par rapport aux clients. Donc on a plutôt ici des clients dans ce modèle-là qui sont plutôt des laggards, donc traduit par, je vais même traduire ça par les derniers de cordée. Et souvent, ce qui est dit dans ce modèle, c'est que ceux qui sont là, en fait, sont des gens qui viennent parce que c'est nécessaire, pas parce qu'ils en ont envie. C'est qu'ils sont tellement attendus et que les autres, effectivement, fassent ça, qu'ils y viennent. Et donc, ça ne sonne pas bon pour toutes les prochaines transfos agiles dont on entendra parler, parce qu'en fait, on va se retrouver exactement avec le même genre de verbatim que ceux que j'ai pu croiser, peu importe le milieu. On va avoir des gens qui sont de base réfractaires, mais genre pleinement réfractaires. Je viens parce que je suis obligé. Il va falloir faire tout ce travail de co-construction. Ça, c'est ma perception du marché. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre des équipes Ops, ça va être d'autant plus vrai qu'ils vont devoir y aller. Parce qu'ils ont des enjeux qui, en fait, vont commencer à accélérer et continuer à accentuer la pression que, encore une fois, ces équipes sont la plupart du temps noyées. J'ai vu des têtes faire oui. Donc, j'ai l'impression que je ne me suis pas totalement gouré. Pour 3 choses. 1, les composants nécessitent effectivement des matériaux qui sont de plus en plus rares, en fait. Donc, la dimension du parc physique informatique
va atteindre en fait une certaine limite. Donc on va demander de plus en plus aux machines. 2, dans le cadre de la France et de manière générale en Europe, on voit bien qu'effectivement, de plus en plus, on va demander une certaine transparence et une mise en action par rapport à la transition écologique. Et donc, toutes les dimensions de FinOps, toutes les dimensions effectivement de OK, quel est le bilan carbone du parc informatique, ça va être quelque chose qu'ils vont devoir répondre, et c'est un sujet éminemment complexe, éminemment transverse et complexe. Et la dernière chose, et non des moindres, puisqu'il fallait que tout le monde en a un petit peu parlé, c'est là effectivement les besoins en IA qui vont nécessiter effectivement une logique effectivement de data center et la question du cloud souverain vont amener effectivement à ce que physiquement on ait besoin de plus de machines, mais sachant qu'on en aura de moins en moins d'accessibles, et en plus on voudra que ça soit de plus en plus optimisé. Donc les unités Ops vont être particulièrement sous pression. Et une des solutions, en tout cas au-delà de la transformation agile, je pense qu'il faut que, moi je reste convaincu que les unités Ops doivent aller vers ce qu'on appelle du platform engineering, qui est l'idée que, un peu comme ce que j'ai expliqué avec la question du provisioning, c'est qu'en un clic sur un bouton, j'ai accès au service Ops de façon pleinement automatisée, pleinement sécurisée, et que je ne dois pas attendre 4 jours que le ticket soit créé. D'accord ? Donc c'est cette notion d'avoir une relation dite as a service. As a service dans le sens, je n'ai pas besoin d'un être humain pour bénéficier de ce service, mais qui plus est, les équipes qui vont devoir mettre ça à disposition vont devoir se dire, je ne suis pas là le garant, le grand gourou de comment le réseau doit opérer, non. Je dois dire comment est-ce que je tiens compte de ces contraintes de réseau, mais au service des gens. Et ça, c'est un changement de paradigme profond au sein des Ops, qui souvent sont soit en réaction, soit provisionnent des choses en disant, comme des ingénieurs telco des années 80, en disant ben, « moi je sais, et les autres feront avec ». C'est plus vrai maintenant, le game a changé, et il faut effectivement davantage avoir cette dimension de product management, de s'intéresser aux utilisateurs, de s'intéresser aux usages des services qu'ils mettent à disposition. Et déjà qu'ils prennent conscience qu'ils fournissent des services, ce qui n'est pas toujours gagné. On va continuer donc de toute façon à faire ça avec de l'automatisation et les pratiques de DevSecOps. Et je pense que pour créer encore plus un niveau d'autonomie au sein des équipes, on va devoir collaborer en fait avec des architectes qui vont pouvoir se dire que sortir un peu de ces silos d'expertise excessivement isolés et de dire ok, tout ça fait un ensemble plus cohérent sur cette notion de service. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire effectivement ce bouquin ou d'aller voir la conf qui se situe dans l'URL ici. Autre chose, je parlais donc de l'agile chez les Ops, on avait essayé donc d'amener cette relation cet élément de product owner. Je pense qu'il a ses limites dans le contexte Ops, notamment parce que quand on parle souvent de PO, de product management, on parle souvent de valeur ajoutée. Ça marche pas partout, ça marche pas beaucoup en fait chez ces gens-là, parce qu'en fait, encore une fois, ils sont pilotés beaucoup plus par les risques. Et à un moment, l'expérience auprès des services Ops, c'est qu'on veut juste qu'ils fonctionnent. On s'en fout qu'ils fonctionnent bien. En fait, c'est le même débat qu'on a eu sur la 4G. Est-ce qu'on a besoin de la 5G? Est-ce qu'on a besoin de la 6G? En fait, par rapport aux usages qu'on en a, ça ne change pas grand-chose pour nous, petits utilisateurs. Un PC sous Windows, on ne transformera jamais l'expérience d'un PC sous Windows. C'est juste un PC sous Windows. D'accord? Donc c'est ce que amène ici le modèle de Kano, d'accord, qui est de se dire à quel point, effectivement, je peux transformer la satisfaction et la réponse aux attentes. En fait, sur les Ops, sur beaucoup d'équipes, on est sur cette courbe-là, jaune, qui à un moment atteint en disant ben, ça a répondu à mes attentes et that's it. Mais et that's it du genre jusqu'à ce que ça n'aille plus, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et donc, la notion de qualité de service est fondamentale. Et ça, par contre, dans le product management, on a toujours tendance à plutôt avoir une approche un peu marketing, exploratoire, comprendre les besoins utilisateurs, etc., quitte à faire un peu cracra et vite. En fait, chez les Ops, le pendant, il est encore une fois sur la question de la stabilité. Donc là, la question de la qualité de service est fondamentale. Et ça a été défini de trucs depuis bien longtemps avant Agile, même s'ils l'ont mis à jour en pas si longtemps d'ailleurs, ITIL. Il y a encore une fois cette question de ce besoin de standardisation pour amener à la question de plateforme engineering et de service. Et donc ma proposition, c'est plutôt d'essayer d'aller vers une notion de service owner. Au sens de au service de, pour créer du as a service techniquement,
et me focaliser sur la qualité de service et qui est en fait la valeur que je peux donner à mes équipes de dev en disant moi je te fournis une infra qui est up 99,99% du temps. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça compte tenu de moi je peux t'évaluer combien ça va coûter? Ou si tu me dis que c'est pour un wiki interne et que finalement ça ne fonctionne pas entre minuit et 6 heures du mat, c'est OK quoi. Oui. Donc c'est cette conversation-là que moi j'inviterais plutôt ces fameux PO-Ops, que je préfère appeler Service Owner, à créer comme relation, en fait, en tout cas, et en conversation avec les équipes dev. Je remets en lumière les éléments qui me semblaient importants dans ce que je vous ai partagé. Face à ces transformations agiles et donc de ces profils de retardataires, de dernier de cordée, il est fort probable qu'on ait souvent face à nous une culture pathologique. Ça ne va pas être simple, mais j'espère qu'avec cette conf, vous êtes un peu mieux armés. Il est important donc de commencer par transformer la demande de ces équipes qui sont souvent entre guillemets rien demandées vers une relation de co-expertise, et ça c'est un art. C'est important de rassurer ces gens-là avec un framework en béton, mais que je préfère appeler béton-pâte. En fait, l'avantage de KMM, Kanban Maturity Model, c'est qu'en fait, il est à la fois guidant pour se dire il y a une étape et on constate ces observations, par contre, il n'est pas du tout prescriptif sur la question des pratiques. Et laisse vraiment le champ des possibles. Et nous, ce qui est un peu notre kiff, de dire on a vu plein de boîtes à outils, on a fait des agiles tours, et en fait, on a découvert de nouvelles pratiques, et on peut les réintroduire, mais on sait quels sont les bénéfices de ces pratiques, et donc on sait à quel moment, en fait, on peut les introduire. Et n'oubliez jamais de coacher votre leader de transfo à partir du moment où il est interne. Sinon, à ce moment, vous allez atteindre un plein fond de verre, et pour l'avoir vécu, c'est éminemment frustrant. Et en termes de perspective, l'agilité chez les ops, ça doit en fait pour moi être au bénéfice de faire monter ces plateformes engineering, afin de répondre à de plus en plus de sollicitations, à travailler des questions de standardisation, et que ça doit être piloté à travers un rôle de service owner. Et compte tenu de du niveau de complexité de ce que c'est à adresser dans ces milieux ops, quand je dis complexité, c'est au sens un peu cuneving du terme, entre ce qui est simple, ce qui est compliqué, ce qui est complexe et ce qui est chaotique. Pour moi, le niveau est autant sur des devs et des applications, on peut être assez bien dans le niveau complexe que, pour moi, dans les ops, on travaille entre le compliqué et le complexe. Et donc, un modèle comme Safe, ou quelque chose qui y ressemble, c'est good enough, quoi. Faut pas essayer de faire la révolution avec des modèles de foufou et une approche produit qu'on a vu chez Spotify, etc., etc. Ma conviction, c'est qu'un modèle Safe, c'est good enough pour des systèmes comme ça. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez encore un petit peu d'énergie, on peut converser.